Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous avons vu l'effet des rotations en général dans le cas d'une particule avec une fonction d'onde et la définition du moment angulaire orbital, etc. Alors, nous avons considéré que la rotation agissait sur les coordonnées, donc changeait les axes, mais ne modifiait pas la fonction d'onde elle-même. Ce qui n'est pas illogique, puisque c'est un simple nombre. C'est ce qu'on appelle un scalaire, c'est-à-dire un nombre complexe. En chaque point d'espace, c'est un simple nombre. Donc on ne voit pas pourquoi une rotation pourrait l'affecter. Alors, imaginons maintenant qu'on ait une particule avec un degré de liberté interne supplémentaire qui fait que sa fonction d'onde psi alpha de R est un vecteur. Donc détruit par trois composantes x, y, z, comme pour les vecteurs. Bien sûr, on pourrait imaginer d'autres structures internes avec des structures plus compliquées. Donc voyons ce que donne celle-là. Donc on va supposer que la rotation change les coordonnées, mais aussi l'orientation du vecteur qui représente la fonction d'onde. Donc, psi alpha est transformé en R psi alpha, où R est la matrice de rotation. D'une manière générale, on obtient psi alpha prime R est égal à R psi alpha R. Donc, on a en plus le R ici qui modifie le vecteur fonction d'onde. Comme d'habitude, nous avons UR psi alpha égale psi alpha prime. Et on recherche l'opérateur UR dans ce cas-ci. Alors, UR psi alpha est simplement donné par R psi alpha R-1 R. Et comme avant, on peut considérer le fait d'une rotation infinitésimale. Donc on va procéder de la même manière. On considère une toute petite rotation. Et dans ce cas-là, nous l'avons vu, ça revient à prendre psi alpha R, R-1 de R, plus phi croix psi alpha R-1 de R. Et pour le R-1 de R, on peut faire comme on avait fait dans la vidéo précédente, et on obtient psi alpha de R moins phi croix R plus, bien sûr, le terme ici, phi psi alpha de R. Et, comme précédemment, ceci est égal à psi alpha de R moins I sur H bar phi L, le moment angulaire, psi alpha de R, plus, pardon, ici c'est phi croix, psi alpha. Donc on obtient la même relation que précédemment, mais avec ce terme en plus, qui correspond à la rotation de psi alpha. Notez qu'on est passé de R-1 à R, parce qu'on travaille avec des développements au premier ordre, en la variation infinitésimale, donc on ignore les effets du carré de cette variation, et on peut remplacer R-1 par R au premier ordre, en première approximation. Alors,
comment UR peut-il agir comme ça? Alors, nous voyons que ici, si psi alpha est un vecteur, il reste identique. Mais ici, du fait du produit vectoriel, le vecteur est modifié. Donc, on va supposer que UR est comme pour les matrices de rotation, une matrice qui agit sur le vecteur psi alpha. Donc, on va supposer que UR est une matrice, une certaine matrice 3 fois 3. Dans ce cas-là, ce terme, ici, bien sûr, ça équivaut à multiplier par l'unité, la matrice unité, puisque le vecteur psi alpha reste inchangé, à un facteur près, tandis qu'ici, il change. Alors, ce terme-là, si on compare ce qu'on avait vu avec le cas des vecteurs, c'est égal à moins i h bar fois phi fois un certain vecteur s psi alpha de r. Par analogie, où on avait L, ici on a S. Alors S, on peut le calculer. Je vous fais grâce du détail du calcul. On trouve que S est un vecteur dont les éléments sont des matrices. Sx égale 0, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0. Sy égale 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0. Et Sz égale 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Excusez-moi, en multipliant chaque fois par IH bar. Et on retrouve alors la transformation que l'on recherche. Et UR s'écrit en tenant compte de l'unité ici. UR devient égal, pour des rotations infinitésimales, à 1 plus I sur H bar phi fois L plus S fois psi alpha, pardon, L plus S. Donc, on voit que les générateurs des rotations infinitésimales, cette fois-ci, c'est L plus S, que l'on note J. Alors, L, le moment angulaire orbital, agit uniquement sur les composantes du vecteur R, de la position. On l'appelle moment angulaire orbital. S, par contre, n'agit que sur les composantes du vecteur psi alpha R. Donc, il modifie le vecteur fonction d'onde. On l'appelle moment angulaire intrinsèque de la particule. Et J est appelé moment angulaire total, puisqu'on fait la somme des deux précédents. Notons que L et S ne dépendent pas du tout des mêmes variables. Donc, les composantes de L et les composantes de S commutent l'une avec l'autre. Ce qu'il arrive souvent, c'est que dans beaucoup de systèmes physiques, c'est que J commute avec l'hamiltonien, donc le moment angulaire total est une symétrie, c'est très fréquent, mais L et S ne commutent pas séparément avec l'hamiltonien, ce n'est que leur somme qui commute avec l'hamiltonien. Ça veut dire que dans le système physique, il y a le moment angulaire de spin et le moment angulaire intrinsèque et le moment angulaire orbital ne commutent pas, ne sont pas conservés séparément, et donc il existe un couplage, ce qu'on appelle un couplage spin-orbite. C'est très fréquent. Alors on avait vu avec la symétrie sphérique, quand on avait étudié la symétrie sphérique, que l'opérateur L carré, qui est égal à x carré plus ly carré plus lz carré,
avait les valeurs propres L fois L plus 1 H bar carré. On peut de même calculer S carré égale SX carré plus SY carré plus SZ carré. Et en utilisant les matrices ici, on voit que le résultat est égal à 2 H bar carré fois la matrice unité. Donc les valeurs propres sont 2 H bar carré, tout simplement. Et ça, si on compare à celui-ci, ça équivaut à L égale 1. Donc, notons que dans le moment angulaire orbital, L est un nombre entier. C'est nul ou positif. Ça serait important puisque le spin 1,5 existe et donc lui peut être demi-entier. Pour le moment angulaire orbital, c'est toujours un nombre entier. Et on voit que dans notre cas, pour la particule vectorielle, ça équivaut à L égale 1. Donc on dit que la particule a un spin égal à H bar, un moment angulaire H bar, qu'il est de spin H bar ou de spin 1. Le cas scalaire qu'on avait vu, où il n'y avait pas tous ces effets, le vecteur d'onde, la fonction d'onde ne change pas lors de la rotation, seuls les axes changent, on parle du cas de spin 0. Puisqu'à ce moment-là, la matrice S, qui serait équivalente, est égale à 0. Alors, on peut aussi se demander ce que l'on aurait pour une rotation finie, parce que là, nous n'avons parlé que de rotation infinitésimale. En fait, ce n'est pas très difficile. On peut calculer ce qui se passe si on passe d'une rotation phi finie, donc pas infiniment petite, à phi plus delta phi. Donc une toute petite variation qui, elle, est infinitésimale. Avec ce que nous avons vu, on trouve que UR de phi plus delta phi est égal à 1 moins I sur H bar delta phi fois J fois UR. Alors ça définit une équation différentielle qui se résout assez facilement. Et sa solution, c'est UR de phi pour une rotation quelconque est égal à l'exponentielle de moins I phi J sur H bar. Ce qui vous donne la forme de l'opérateur dans le cas général. Alors, voyons une dernière chose ici, c'est que nous avons vu que les composantes de L ne commutaient pas entre elles. Et en utilisant L égale R croix P, et en utilisant les commutateurs que nous connaissons entre R et P, on peut calculer les commutateurs Lx, Ly, il est égal à I H bar Lz, Ly Lz égale I H bar Lx et Lz Lx égale I H bar Ly. Donc on voit les commutateurs entre les différentes composantes du moment angulaire. Ça forme ce qu'on appelle une algèbre des générateurs. Donc ça décrit comment les générateurs sont liés entre eux par les opérations de multiplication et par les commutations. Puisque ça définit le groupe de rotation, donc rappelez-vous, c'était le cas autour des transformations unités, le groupe
la partie infinitésimale des rotations, pour le groupe de Lie, on parle de l'algèbre du groupe des rotations. Si on regarde le cas de S, on peut calculer avec les matrices, on peut calculer les commutateurs de la même manière, Sx, Sy, etc. Et on obtient exactement la même algèbre. Donc on va adopter cette algèbre du groupe des rotations en toute généralité. On va dire les commutateurs, les générateurs des différents moments angulaires, orbital, le spin, doivent obéir à cette algèbre des générateurs du groupe de rotation. Et le but va être de résoudre ces équations. Donc, de chercher les différentes représentations de l'algèbre. Donc, les représentations du groupe de rotation. Donc ça, alors nous n'entrerons pas trop dans les détails du calcul, parce que c'est assez lourd. Mais nous verrons en gros comment on procède. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.